On parle beaucoup du burn-out, de la fatigue individuelle, mais le sujet aujourd'hui est différent. Il s'agit d'un risque critique, un risque systémique pour la performance même de l'entreprise. C'est ce signal faible que beaucoup d'organisations ignorent, jusqu'à ce que le système commence à se fissurer. Cette observation de NeoVista, elle est au cœur de notre analyse. Elle décrit parfaitement ce glissement, un glissement subtil mais vraiment dangereux. On passe d'un leadership proactif qui construit, qui initie, à un mode de maintenance réactif. Le manager est là, oui, il assure, mais l'élan, la flamme n'y est plus. Et ça, c'est le tout premier symptôme d'un problème bien plus profond. Alors, voici le parcours qu'on va suivre ensemble. D'abord, on va poser le diagnostic de ce risque stratégique. Ensuite, on analysera ses mécanismes. Puis on verra l'impact très concret sur la performance, avant d'explorer 7 pratiques pour y remédier, leur retour sur investissement, et pour finir, le choix stratégique qui en découle pour les dirigeants. Entrons dans le vif du sujet. Ce qui est absolument crucial de comprendre ici, c'est qu'on ne parle pas d'un problème de résilience individuelle ou de soft skills. Non. La fatigue managériale, en réalité, c'est un indicateur avancé de la santé de l'organisation tout entière. Définissons précisément ce concept. La rupture managériale. Ce n'est pas juste avoir trop de travail. C'est le résultat direct de contradictions, d'un manque de clarté, d'un isolement qui force un basculement. Le manager ne pilote plus. En fait, il se protège. Et ce changement de posture, il a des conséquences directes. Et là, on a un chiffre de Gallup qui est sans appel. 70%. C'est la part de variation de l'engagement d'une équipe qui dépend uniquement de son manager. C'est énorme. Ça veut dire que quand un manager décroche, ce n'est jamais un cas isolé. C'est le début d'un effet domino qui se propage à travers tout le collectif. Bon, maintenant qu'on a posé ça, il faut aller voir les causes profondes. Si le problème est systémique, il faut comprendre ses mécanismes organisationnels. Pourquoi est-ce que même les meilleurs managers finissent par s'épuiser? La réponse, en fait, on ne la trouve pas dans leur personnalité, mais dans la structure même qui les entoure. Ce qui est passionnant ici, c'est de voir que la neuroscience et l'analyse organisationnelle convergent totalement. D'un côté, on a la fatigue décisionnelle. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour arbitrer en permanence sans jamais récupérer. De l'autre, la dissonance organisationnelle. Demander à un manager de faire plus avec moins, d'innover mais en contrôlant les coûts à l'extrême, ça crée un conflit interne permanent. Et c'est épuisant. Cette progression, c'est un cycle qu'on peut observer dans l'organisation. Ça commence souvent avec un manager surinvesti, celui qui est applaudi parce qu'il compense tout, mais cette hyperprésence, c'est déjà le premier stade de l'épuisement. Vient ensuite la phase réactive, puis un repli sur la rigidité, l'évitement, jusqu'au désengagement mental total. L'intérêt de connaître ces stades, c'est de pouvoir agir avant la rupture complète. Le point crucial, c'est que cette dégradation, elle n'est pas contenue. Elle se propage. La rupture managériale, avant même d'être un sujet humain, c'est un risque opérationnel. Voyons comment cette contagion affecte très concrètement la performance. Voilà les conséquences directes. Quand le manager ne peut plus prioriser, l'équipe s'épuise sur des tâches secondaires. Les tensions qu'il n'a plus l'énergie de gérer deviennent des conflits larvés. L'initiative disparaît, par insécurité. Et bien sûr, les plus engagés compensent et s'usent à leur tour. C'est une spirale qui dégrade la performance, d'abord de manière invisible, puis de plus en plus visible à travers l'absentéisme et les départs. Alors, comment on agit sans en demander encore plus? La solution, ce n'est pas d'ajouter des outils ou des formations, c'est de mettre en place des pratiques qui réduisent la charge cognitive. C'est ce qu'on appelle les pratiques neurocompatibles. En gros, elles respectent le fonctionnement du cerveau pour restaurer la stabilité. La toute première pratique, c'est de transformer les entretiens individuels. Au lieu d'être un simple point de reporting, ils doivent devenir le lieu principal de régulation, de la charge de travail, des tensions, des priorités. C'est dans cet espace protégé qu'on prévient l'accumulation du stress et qu'on réaligne les efforts, avant que les problèmes ne s'installent pour de bon. Deuxièmement, un cadrage clair et surtout stable des priorités. Quand tout est urgent, plus rien ne l'est, et le cerveau s'épuise à essayer de tout gérer. Le simple fait d'établir une hiérarchie claire, défendue par la direction, ça libère une énergie mentale considérable. Le manager n'a plus à arbitrer l'impossible en permanence. Troisième pratique, très concrète, des scripts pour le feedback sous tension. Sous l'effet du stress, notre cerveau passe en mode défensif. Fournir une structure simple pour ces conversations difficiles, ça permet de sécuriser l'échange, de réduire l'ambiguïté et d'éviter l'escalade émotionnelle. Ça protège le manager et son collaborateur. La rumination mentale, c'est un véritable poison pour l'énergie. Un manager épuisé ne passe pas son temps à décider, il le passe à repenser ses décisions. Un protocole tout simple, avec des critères clairs et un timing défini pour chaque décision, ça permet de clore mentalement le dossier. Et ça évite cette boucle d'épuisement. Cinquièmement, la chasse aux micro-urgences artificielles. Les notifications, les sollicitations constantes, toutes ne sont pas vitales, mais toutes consomment de l'énergie et fragmentent l'attention.
Réduire ce bruit de fond permanent, c'est essentiel pour restaurer la capacité de concentration. Très souvent, un manager s'épuise parce que son rôle est ambigu. Il dépense une énergie folle juste pour deviner ce qu'on attend de lui. Clarifier explicitement ses responsabilités, ses marges de manœuvre et le soutien dont il dispose, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire cette charge mentale invisible mais très coûteuse. Et enfin, la cohérence. Il n'y a rien de plus usant que de devoir justifier des décisions qui contredisent le discours officiel. L'alignement entre les paroles et les actes est un levier extrêmement puissant de performance et de bien-être. Arrivons maintenant au retour sur investissement. Parce que protéger ses managers, ce n'est pas un coût. C'est un investissement avec un impact direct et mesurable sur la performance financière et opérationnelle. Les analyses des organisations qui mettent en place ce genre de pratique le montrent très clairement. Leur turnover baisse, l'engagement des collaborateurs augmente, et le temps managérial perdu à gérer des tensions inutiles chute drastiquement. Ce sont des gains très concrets. Et le résultat final, le voici. Le même institut, Gallup, établit un lien direct entre un management de qualité, un engagement élevé et une rentabilité supérieure de 21%. Le calcul est simple, un management soutenable est un management plus rentable, point. On arrive donc au point de bascule. Comprendre ce phénomène, ce n'est pas une question de bien-être au travail, c'est une décision stratégique fondamentale pour une direction. La conviction de Neovista, c'est que la solution ne peut être que transversale. La rupture managériale naît du désalignement entre les différents services. On ne peut donc la résoudre qu'en réalignant la com, la stratégie commerciale, les pratiques RH, la formation. Travailler en silo, c'est penser les symptômes sans jamais s'attaquer aux causes. La question finale est donc celle-ci et elle s'adresse aux dirigeants. Savoir si la performance de l'entreprise repose sur un système cohérent et robuste ou sur l'endurance de quelques individus clés. Car l'endurance, elle, a toujours une limite. La cohérence, en revanche, est un levier de performance durable.